Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui parler des chaînes de caractères et de leur format pour pouvoir les afficher sous un format convenable et pouvoir donner une information claire et concise à celui qui voudra utiliser le programme. Pour cela, nous allons voir toutes les possibilités, enfin la plupart des possibilités, parce que dans ce domaine-là, il est malheureusement impossible d'être exhaustif, pour formater, modifier les différentes données que nous pouvons avoir et que nous voulons présenter dans une chaîne de caractères. Pour cela, j'ai mis ici un petit programme qui va décrire quelques petites fonctions qui vont bien nous aider lorsque nous voudrons afficher des informations. Je vais déjà lancer le premier paragraphe qui va donner une petite généralité sur l'affichage des caractères. Pour cela, je vais lancer mon programme Python. Voilà. Donc nous voyons dès le début un petit opérateur assez sympathique qui permet en fait de multiplier, de répéter un caractère. Ici, nous avons mis dans une variable chaîne de caractères le caractère étoile que nous avons répété 20 fois. Et cela s'écrit tout simplement en mettant le caractère fois, exactement comme si on multipliait un nombre, l'entier 20. Nous avons ensuite affiché la chaîne résultante et nous voyons que nous avons écrit une chaîne de 20 étoiles. Donc, cet opérateur répète le nombre de caractères et peut être très utile dans le formatage des données. D'autres fonctions qu'il existe pour traiter les chaînes de caractères peuvent, par exemple, sont les fonctions lower et upper qui permettent respectivement de mettre en minuscule ou de mettre en majuscule toute une chaîne de caractères. Là, j'ai écrit une suite de caractères majuscules dans une chaîne, je lui ai appliqué la fonction lower, on s'aperçoit que le résultat est une chaîne la même chaîne écrite en minuscule. Exactement de la même façon, ici j'ai créé une chaîne de caractères qui contient que des caractères minuscules. L'application de la fonction upper sur cette chaîne transforme cette chaîne en majuscule. Un autre opérateur qui est intéressant et qui est très utilisé dans Python, c'est l'utilisation de la fonction join qui permet de concaténer plusieurs mots, lettres, enfin en tout cas chaîne de caractères alphanumériques, et de spécifier par quel caractère vous voulez délimiter ces mots. J'ai ici une liste de mots, mot 1, mot 2, mot 3, et j'ai décidé de les concaténer en les séparant systématiquement avec le caractère point-virgule. Donc, nous voyons en résultante que le programme nous a écrit mot 1, point virgule, mot 2, point virgule, mot 3. Ici, on peut mettre n'importe quoi. On peut séparer par des virgules, on peut séparer par un blanc, par des tabulations, retour chariot. Tous les caractères sont acceptés pour séparer la chaîne de caractères. Puisqu'on est dans les concaténations, nous n'avons pas forcément besoin d'un opérateur pour concaténer. Nous le voyons dans l'exemple suivant. Nous avons juste juxtaposé les chaînes de caractères, mon, premier, texte. Nous les avons posées côte à côte et nous les avons affectées à une variable. Le résultat, il en résulte une concaténation, cette fois-ci sans espace, comme nous l'avons déjà vu dans les prints où nous avons mis des chaînes de caractères les unes à côté des autres séparées par des virgules. Cette fois-ci, il n'y a aucun espace, toutes les chaînes sont concaténées. Nous obtenons exactement la même chose lorsque nous utilisons l'opérateur plus, qui pour des nombres sert à additionner. Eh bien, il trouve une toute autre fonction pour les chaînes de caractères, où cette fois-ci, il sert à concaténer les chaînes. Encore une fois, ici, les chaînes sont concaténées sans aucun espace, sans aucun caractère séparateur. Si jamais vous voulez un caractère séparateur, il faudra repasser par la fonction join. Nous allons maintenant nous intéresser un petit peu à la codification ASCII des caractères. Pour avoir plus d'informations sur le code ASCII, je vous mets ici la description qu'il y a sous Wiki et je vous encourage à lire cette page si vous voulez en savoir plus. Elle vous donne en fait la description de chaque caractère. Ici par exemple nous avons les caractères numériques. Et elle vous donne l'équivalent, la transcription sous format numérique. Donc en plusieurs formats numériques, ici c'est décimal, ici c'est hexadécimal, ça doit être octal, et ici en binaire.
Donc, ça veut dire que quand vous avez un caractère 0 ou un caractère A, peut-être qui est un peu plus parlant, l'ordinateur va transformer ça, le programme va transformer ça en une valeur numérique 65, et c'est cette valeur numérique qui va être sauvegardée par l'ordinateur, puisque l'ordinateur ne sait gérer que des états électriques qui peuvent symboliser des nombres. Donc revenons à nos exemples pour voir comment on peut passer de l'un à l'autre, pour passer d'une représentation sous forme de lettres à la valeur numérique au travers de la transcription de la table ASCII. Nous avons deux fonctions pour ça, qui sont les fonctions ORD et la fonction CHR que nous verrons plus loin. ORD permet de récupérer la valeur numérique associée à un caractère. Nous avons par exemple ici cherché la valeur numérique associée à la valeur A minuscule. Elle nous retourne 97 et la valeur numérique qui correspond au caractère A majuscule nous retourne 65. Si nous vérifions sur la table ASCII, nous voyons bien ça. Là, le caractère A majuscule est à 65. Le caractère A minuscule a une valeur de 97. Nous voyons bien que ces fonctions se basent effectivement sur le code ASCII des lettres. La fonction qui permet de faire l'inverse, cette fois-ci, est la fonction CHR. CHR prend en paramètre cette fois-ci une valeur numérique et la retransforme au caractère qui lui est associé dans la table ASCII. Nous avons par exemple ici fait un CHR sur la valeur 97 qui nous a retourné A minuscule, puis un CHR sur la valeur 65 qui nous a répondu qu'elle correspond à A majuscule. C'est exactement ce que nous avons constaté tout à l'heure dans la table des valeurs ASCII. Alors, à quoi peuvent servir ce genre d'opérations, de passer par la table ASCII? Eh bien, tout simplement, nous avons fait un petit exemple ici qui permet très facilement de récupérer un caractère, de le mettre en minuscule ou de le mettre en majuscule. Bien sûr, les fonctions upper et lower existent, nous l'avons vu, mais on peut aussi passer par ce genre d'artifice. Alors là, j'ai écrit une petite opération sur les valeurs numériques associées aux lettres, c'est-à-dire que j'ai voulu mettre la valeur petit c en majuscule. Et bien, comment j'ai fait ça? Eh bien, j'ai d'abord je l'ai transformé la valeur de c à travers de la table ASCII, puis j'ai enlevé la valeur de A minuscule de la table ASCII, et cette fois-ci, j'ai ajouté la valeur A majuscule dans la table ASCII. Alors, si nous reprenons la table ASCII, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon C, je l'ai transformé, j'ai pris 99, je lui ai enlevé 97, la valeur de A, donc il reste 2, et j'ai ajouté 2 à la valeur A majuscule 65 pour retrouver 67, et ensuite ce 67, je l'ai repassé en lettres qui m'a donné C majuscule. Vous voyez, cette petite opération permet de faire ce genre de choses. De même, l'opération inverse, cette fois-ci, j'ai fait avec les mêmes procédures, je suis passé du C majuscule au C minuscule, encore une fois, de même en passant par la table ASCII et en faisant l'opération sur les valeurs numériques associées aux caractères qui sont présents dans l'opération. Et nous avons ici le petit c qui a été changé en grand C, le grand C qui a été changé en petit c, donc tout fonctionne. Je voudrais encore vous parler un petit peu des conversions de chaînes, puisque une chaîne de caractères peut représenter par exemple un entier. Nous avons la chaîne qui est ici 1, 2, 3, qui, si elle est comparée en tant que chaîne, utilisera la comparaison par valeur alphabétique. Nous, si nous voulons la réutiliser en tant que valeur numérique, eh bien, il convient de la convertir en un entier. Donc, je suis passé pour cela par la fonction int, qui prend en argument une chaîne de caractères. Ma valeur entier a été affectée par cette valeur, et quand j'affiche entier, je vois la valeur 123, et j'ai affiché également le type, qui me donne bien un int au niveau du type. Donc j'ai bien converti une chaîne de caractères en entier. La fonction float, elle, permet de convertir une chaîne de caractères en nombre décimal, si effectivement la valeur représentée par la chaîne de caractères est bien un nombre décimal.
Il est clair que si nous n'avons pas un bon format ici, nous allons provoquer une erreur dans le programme. Mais une fois de plus, j'écris ma valeur décimale, qui est bien 123,56, et quand j'écris le type, nous nous rendons compte que le type est bien float, c'est-à-dire qu'il a bien converti la chaîne de caractères vers une représentation numérique à virgule. Enfin, la conversion est bien entendu aussi utilisable dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il existe une fonction str qui se transforme en string, c'est-à-dire en chaîne de caractères, le paramètre que nous lui passons. Là, ici, je lui passe une valeur numérique 123 que j'affecte à la variable string3, et quand j'écris le résultat, eh bien, je m'aperçois que string3 contient 123 et la classe de la variable est bien str, chaîne de caractères. Donc, la conversion fonctionne dans les deux sens. Nous allons passer maintenant à un paragraphe qui va vous montrer quelques particularités de formatage de Python. La première est une écriture qui, à ma connaissance, n'existe pas dans d'autres langages de programmation. En fait, Python permet de définir une chaîne sur plusieurs lignes, en conservant le formatage de ces différentes lignes. Pour cela, cette chaîne commence avec 3 cotes, ou double cotes, puisque en Python les deux sont interchangeables, et finit avec 3 doubles cotes. Vous pouvez ensuite, ici j'ai écrit une recette de crêpes, pour vous montrer que les retours à la ligne ainsi que les caractères tabulation que j'ai mis en tête de chaque ligne sont rigoureusement repris au moment où j'écris ma recette sur la console. Nous avons les tabulations qui commencent chaque ligne et les retours à la ligne qui sont rigoureusement respectés. J'ai aussi indiqué le type de cette string qui est effectivement du type chaîne de caractères. Enfin, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on appelle en anglais les formatted strings, c'est-à-dire les chaînes de caractères formatées dans un format assez simple en fait. Si j'ai par exemple défini une variable entier 1 qui contient 12 et une chaîne de caractères qui contient crêpe, eh bien si je veux les intégrer à une phrase pour rendre mon résultat beaucoup plus parlant, j'ai la solution de créer une chaîne préformatée. C'est-à-dire que cette chaîne, au moment où je vais l'utiliser, va commencer par F, pour définir que c'est une chaîne préformatée. Puis nous aurons les simples cotes ou doubles cotes qui vont délimiter la chaîne. Et vous voyez que la chaîne contient les variables que j'ai définies plus haut, qui sont directement entre accolades. J'ai mis entier 1 ici entre accolades, qui va être remplacé par 12 pour dire 12 mois dans l'année. Puis, j'ai remplacé, ici, j'ai ajouté string 1, toujours entre accolades, qui contient crêpes, pour compléter la phrase « J'aime les crêpes ». Quand j'affiche enfin la phrase dans la console, nous pouvons voir que toutes les variables entre accolades ont été remplacées par leur valeur, et ce qui rend ma phrase lisible directement. 12 mois dans l'année, j'aime les crêpes. Le 12 est bien à sa place, les crêpes aussi. Tout va bien pour nous. Nous allons voir maintenant dans la partie suivante que nous avons accès avec Python à énormément de fonctions de formatage que je ne pourrais pas tout expliquer ici, mais je vous invite d'ores et déjà à visiter les sites internet qui vous parleront de la fonction format, car quand vous aurez à formater une valeur, peu importe le format dont vous aurez besoin pour l'affichage, vous le trouverez en recherchant de l'aide sous la fonction format. Cette fonction sait faire énormément de choses et peut vous aider énormément lorsque vous voulez... D'ailleurs, on va voir ce qu'elle permet de faire et vous aurez sûrement des idées pour l'exploiter. La première chose que j'aimerais montrer, voilà, c'est que nous définissons une chaîne de caractères avec cette fois-ci des accolades vides. Nous avons vu plus haut qu'une chaîne formatée pouvait contenir des noms de variables et que les noms étaient remplacés. Cette fois-ci, nous plaçons les accolades vides dans la chaîne de caractères et nous appliquons la fonction format qui doit prendre le même nombre d'arguments qu'il y a d'accolades ouvertes et fermantes dans la chaîne de caractères. Ici, j'ai défini 3 mots, utilisation de format, et nous voyons que lors de l'écriture du print, les mots ont été en fait réécrits dans l'ordre. C'est-à-dire que utilisation, le premier mot a pris la place de la première accolade, le 2 a pris la place de la seconde,
et format a pris la place de la troisième. C'est donc une autre manière de recomposer une chaîne de caractères en fonction de valeurs de variables. Alors, qu'est-ce que peut apporter cette écriture? Eh bien, nous allons le voir dans la fonction suivante. Cette fois-ci, les accolades ne sont pas vides, mais elles contiennent des valeurs numériques, à savoir 1, 2, 0. Je vais garder comme paramètre de ma fonction format les trois mêmes mots, utilisation de format. Si nous regardons la sortie, cette fois-ci, le programme a écrit deux formats utilisation. Eh bien, c'est bien simple. Il a considéré que le premier mot devait se retrouver dans la troisième accolade, d'où le 0. Le deuxième mot doit se trouver dans la première, d'où le 1. Et le troisième mot devait se retrouver dans l'accolade du milieu, d'où le 2. En fait, il a respecté l'ordre 0, 1, 2 pour écrire les variables que nous lui avons fournies. Et c'est bien ce qu'il a fait. Il est donc possible, en fait, par ce moyen, d'échanger des positions de variables sans avoir à reprendre toute la fonction format. Il suffit de remplacer les nombres dans les accolades. Encore une autre façon d'utiliser la fonction format. Cette fois-ci, j'utilise des libellés dans les accolades et je vais m'en servir comme si c'était des noms de variables. C'est-à-dire, là j'ai écrit pour l'instant « je m'appelle » puis un prénom entre accolades suivi d'un nom entre accolades et je réutilise ma fonction format qui prend cette fois-ci deux arguments et qui spécifie que le nom est Wayne et le prénom est Bruce. Encore une fois, cette fois-ci, vous voyez bien que le nom est le premier argument de ma fonction format, alors que le nom est la deuxième variable dans la chaîne de caractères. En fait, le lien va se faire sur le nom de la variable, et non sur le positionnement. J'ai lancé mon programme, et je vois bien que je m'appelle Bruce Wayne. Bon, alors ça, il faut que ça reste secret. Hein. Entre nous, il faut que personne ne le sache. Bref, blague mise à part, voilà encore une troisième solution, et cette fois-ci aussi, vous vous rendez compte que l'ordre des paramètres dans la fonction format n'a absolument aucune incidence tant que vous respectez les noms des variables, nom et prénom, qui se trouvent entre les accolades. Nous allons voir maintenant encore d'autres façons de formater les nombres cette fois-ci. Nous avons un nombre décimal, par exemple, à afficher, donc un nombre avec une virgule. Imaginons maintenant que ce nombre représente un prix et que nous voulons forcément que ce prix s'affiche toujours avec deux chiffres après la virgule. Donc il affiche les euros et les cents. Eh bien, il existe toute une grammaire que peut utiliser la fonction format pour faire ce genre de choses. Ici, par exemple, nous avons repris la formule entre accolades qui spécifie que ici doit contenir une valeur donnée par la fonction format. Et cette fois-ci, nous avons spécifié le f, que la valeur va être un nombre décimal. Le f symbolise float en anglais. Que nous voulons qu'il y ait une virgule, enfin un point, pour les nombres float dans Python. Et nous voulons qu'il y ait toujours deux chiffres après la virgule. J'ai utilisé ici de formater la valeur numérique 2. Et vous voyez que le nombre décimal avec deux chiffres significatifs s'est transformé en 2.00. C'est bien ce que nous avons voulu, un nombre décimal avec deux chiffres après la virgule, malgré que nous lui avons donné un nombre entier en argument. Il a reformaté tout seul. Un autre exemple un peu de la même veine, nous voulons par exemple utiliser des nombres à taille fixe, parce que nous avons un alignement à respecter par exemple. Nous voulons toujours que les nombres soient sur 10 caractères. Imaginons par exemple, vous voulez représenter un numéro de téléphone ou un numéro de sécu, quelque chose comme ça, qui a toujours le même nombre de caractères, même s'il commence par des zéros. Et bien là, nous avons un format. Nous reprenons le format entre accolades pour dire que c'est une valeur qui va être appliquée ici. Cette fois-ci, nous avons un D qui symbolise que nous sommes sur un nombre entier, cette fois-ci, que nous voulons absolument représenter 10 caractères, et que si le nombre ne représente pas 10 caractères, eh bien nous le compléterons à gauche avec des zéros. Voilà, c'est une grammaire qui permet de faire énormément de choses. Là, je vous présente quelques cas, mais bien sûr, il y a la version exhaustive de ce que fait Format sur le net, et que vous pourrez rechercher à loisir. Le résultat, cette fois-ci, que nous avons un nombre avec une taille fixe,
qui est la valeur numérique 1 que nous avons donnée à format ici, et qui a rajouté 9 zéros pour que nous ayons la taille de 10 caractères que nous avons spécifié. Donc tout fonctionne correctement. Enfin, une dernière chose que j'aurais aimé vous montrer sur le formatage, c'est qu'il est possible de séparer une chaîne de caractères directement dans la fonction format. Pour cela, j'utilise le caractère étoile juste avant mon argument chaîne. Donc là, j'ai mis comme argument un seul argument qui est une chaîne de caractères qui contient les caractères A, B et C. Et en fait, j'affiche, comme nous l'avons vu plus haut, avec les différents indices, c'est-à-dire 2, 1, 0, et la chaîne qui va être écrite, c'est-à-dire que va commencer par le 2, c'est-à-dire le troisième caractère, donc il va écrire C, puis 1, donc il va utiliser le deuxième caractère B, puis 0, il va utiliser le premier caractère de la chaîne A. Donc nous voyons que cet opérateur a décomposé une chaîne de caractères en caractères et qu'il a pu les écrire dans différentes positions de notre chaîne préformatée. Je vais vous présenter maintenant la notion de template que nous pouvons aussi utiliser pour les chaînes de caractères. Pour cela, il est nécessaire en haut d'importer le template qui est dans la bibliothèque string, qui concerne les chaînes de caractères. Les templates fonctionnent comme ça. Donc je sais qu'il y a une erreur dans le programme, je vais vous expliquer pourquoi. Les templates servent si jamais vous avez toujours le même style de phrase à écrire. Vous avez toujours à l'écrire plusieurs fois et vous ne voulez pas l'écrire plusieurs fois dans le programme parce que vous vous dites, à juste titre, que le jour où vous voudriez modifier cette phrase, vous ne voulez la modifier qu'à un seul endroit. En informatique, en programmation, il est toujours bon de ne pas dupliquer le code, car ça fera autant d'endroits à modifier le jour où vous aurez une modification à faire. Donc nous allons créer un template que j'ai appelé S, et qui contient une chaîne de caractères, mais vous allez voir dès le début qu'il y a un caractère $ que nous allons expliquer. Donc cette chaîne contient $moi aime les chats, tandis que $toi aime les chiens. Pour ceux qui ont déjà programmé un petit peu sous Unix ou sur Linux, qui sont des habitués du shell ou de la programmation système, vous voyez déjà que cette $moi, $toi correspond en fait, ça ressemble étrangement à des variables sous Unix. Et bien c'est exactement l'emploi que nous allons en faire ici. C'est-à-dire que ce sont des variables que nous allons remplacer par la suite, que nous allons substituer pour recomposer la phrase. C'est un exercice que nous allons faire tout de suite derrière dans la fonction substitute qui se lance sur notre template S. Et dans ce substitute, nous allons indiquer que moi, je suis Robert, toi, tu es Charline. Et en fait, ce toi correspond directement à ce $toi qui est là-haut, ce moi correspond à ce $moi qui est là-haut, et nous voyons que la phrase en sortie nous donne « Robert aime les chats, tandis que Charline aime les chiens ». Nous avons bien Robert qui a remplacé le $moi et Charline qui a remplacé le $toi. Très bien. Imaginons maintenant un cas où je ne renseigne que moi, Robert, et j'oublie le toi. Eh bien, nous aurons un plantage de notre programme qui va dire qu'il manque des valeurs pour que notre template soit complet, et qui va dire que l'erreur est sur la variable toi. Ok ? Donc vous voyez déjà que même lorsque nous faisons une erreur, Python est capable de nous expliquer où est-ce que ça coince. C'est déjà une très bonne chose. Ok ? Donc nous avons vu que c'est une erreur, je vais donc commenter cette ligne et relancer le programme pour passer à la suite. Cette fois-ci, j'ai utilisé une autre fonction qui s'appelle SaveSubstitute, alors qu'avant j'ai utilisé substitute classique, et cette fois-ci je ne précise que moi Robert également, en oubliant le toi Charline. Et regardez ce que me donne cette fois-ci le programme, je n'ai plus de plantage, mais j'ai une chaîne qui me dit que Robert aime les chats, tandis que $toi aime les chiens. Il n'a pas pu remplacer $toi par sa valeur, et du coup, il nous a laissé la valeur telle qu'elle dans la chaîne. C'est un deuxième moyen de retrouver qu'il y a une erreur dans ce que nous avons écrit. Enfin, j'aimerais finir sur le chapitre des chaînes de caractères avec deux fonctions un petit peu spéciales qui permettent un peu de faire des choses différentes avec les chaînes de caractères. Donc la première fonction que j'aimerais vous présenter, c'est la fonction eval,
qui en fait permet d'évaluer une chaîne de caractères comme s'il s'agissait d'une instruction Python et de retourner son résultat. Pour tester et pour vous montrer comment cela fonctionne, j'ai affecté la valeur 6 à une variable entière, que j'ai appelée entier 1. Nous allons essayer d'évaluer une addition. J'ai utilisé ici ma fonction eval, et dans ma fonction eval, je lui ai rentré une chaîne de caractères qui contient entier 1 plus 1. Alors normalement, les chaînes de caractères ne sont pas évaluées par l'interpréteur Python et sont retranscrites telles quelles. Je l'ai déjà peut-être expliqué. C'est-à-dire que si jamais vous avez une erreur dans une chaîne de caractères, le fait que cette erreur soit dans une chaîne de caractères ne posera pas de problème pour Python, puisqu'il l'isolera. Cette fois-ci, la fonction eval ne va pas l'isoler, mais va bien exécuter le paramètre. Et c'est ce que nous avons ici, évaluation d'une addition, et la valeur 7, qui représente bien entier 1 plus 6. 6 plus 1. 6 plus 1, 7. Donc, vous avez bien vu que entier 1 plus 1 est une chaîne de caractères, mais la fonction eval l'a évaluée comme si c'était une instruction. Deuxième exemple, cette fois-ci avec des chaînes. Nous allons évaluer une concaténation, cette fois-ci. Donc, j'ai pris le caractère petit a à laquelle j'affecte la fonction upper. Donc, je m'attends à ce que le petit a soit transformé en a majuscule. Puis, je veux le concaténer, le symbole du plus, avec un grand B sur lequel j'ai utilisé la fonction lower, c'est-à-dire j'aimerais que ce petit b se transforme en minuscule. J'ai lancé une fonction d'évaluation sur toute cette chaîne, et le résultat est évaluation d'une concaténation, grand A, petit b, c'est bien ce que je m'attendais de trouver là. Encore une fois, eval a évalué une chaîne de caractères. C'est une fonction qui aurait ramené une erreur si jamais la chaîne de caractères n'avait pas pu être interprétée par Python. Là, elle l'a été et ramène donc une chaîne de caractères. Enfin, une dernière fonction que je voudrais vous montrer ici, c'est la fonction exec. Cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer aussi qu'on peut composer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. J'ai donc utilisé une variable string 1 du type caractère dans laquelle j'ai mis petit à petit les instructions. J'ai d'abord voulu mettre un print, puis j'ai ouvert une parenthèse, je l'ai ajouté derrière. J'ai mis une valeur le nom d'une variable, entier 1, qui a été définie ici, puis j'ai refermé la parenthèse. Donc vous voyez que j'ai recomposé cette variable sur plusieurs lignes. Enfin, j'exécute string 1, qui en fait contient une chaîne de caractères, et vous voyez que exec string 1 me ramène 6, qui est la valeur de l'entier 1. Donc il y a pas mal de similitudes entre ces deux fonctions exec et eval. Gardez juste à l'esprit que la fonction eval évalue une chaîne de caractères et renvoie le résultat de la fonction évaluée, alors que exec n'exécute que le paramètre qu'on lui fournit et ne retourne rien du tout. C'est juste une exécution. Mais j'espère que ces exemples ont pu vous montrer qu'une chaîne de caractères en fait, peut être recomposée directement dans un programme et peut remplacer en fait une instruction dans un programme qui n'existe pas dans le programme. Vous pouvez créer, à l'aide de composition de chaînes de caractères, une nouvelle instruction qui à la base n'était pas prévue dans le programme. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de la vidéo. J'espère vous avoir donné un aperçu de ce que nous pouvons faire avec les chaînes de caractères, du formatage que nous pouvons appliquer, et même quelques petites fonctions qui étaient peut-être inattendues au départ, mais qui fonctionnent quand même avec les chaînes de caractères, pour peu que les chaînes de caractères respectent certaines règles. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon entraînement avec les chaînes de caractères. Vous avez quelques exemples, vous pouvez continuer à combiner les vôtres, à chercher peut-être des solutions ou des paramétrages qui ne sont pas dans ce programme. Et à part ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.